Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose de débuter sur donc ce webinaire consacré à la participation des personnes en situation de handicap. Myriam, je te laisse la parole en tant que maître de cérémonie aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce titre honorifique. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la participation des personnes en situation de handicap. Ce webinaire se base donc sur la restitution d'une expérimentation qui a été menée dans le Grand Est au sein de différentes plateformes d'emploi accompagné. On a prévu d'aller jusqu'à 15h30, donc ça va être un peu descendant puisqu'on a prévu beaucoup d'interventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le QR juste en bas. On essaiera d'y répondre à l'issue de notre présentation. Et puis, si on n'a pas le temps de tout traiter, on a prévu de vous partager nos coordonnées à la toute fin. N'hésitez pas à revenir vers nous. On sera très content d'échanger avec vous. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Myriam Djoubri. Je suis chargée de mission à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, l'ANSA. Et je travaille principalement sur les questions de participation pour différents types de publics et notamment sur des projets avec des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Simon Rousset, qui est responsable de projet à l'ANSA et qui travaille également sur des questions de participation et d'insertion des personnes en situation de handicap. Bonjour à toutes et à tous. Nous ne sommes pas que deux. Il y a aussi plein d'autres participantes et de participants que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ce webinaire. Tout à fait. On est aussi à l'ANSA accompagné de Myriam Annie, qui est notre chargée de communication, qui nous apporte aujourd'hui un soutien technique. Donc, si vous la voyez apparaître à l'écran, c'est tout à fait normal. Ce webinaire, Faire vivre la participation des personnes en situation de handicap, c'est pour nous l'occasion de partager les enseignements de l'expérimentation et vous donner envie, on l'espère, de développer la participation sur vos territoires ou sur vos structures. On vous présentera donc les différents principaux résultats de l'expérimentation à travers quelques diapositives, mais aussi à travers différentes interventions. euh, de personnes accompagnées, de professionnels, mais également de représentants de direction et d'institutions pour nous faire un retour sur cette expérience. Et on tenait à remercier toutes les personnes présentes et notamment les personnes qui ont pris du temps sur leur emploi. Rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc un mot sur qui nous sommes et ce qu'on fait à l'ANSA. Donc nous, on est une association à but non lucratif dont l'objet social est la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Pour cela, on travaille avec différents acteurs de terrain dans la mise en place et dans le repérage de projets innovants pour favoriser l'inclusion de toutes les personnes dans la société et notamment donc des personnes en situation de handicap. On a des modalités d'intervention assez diversifiées. On peut être amené à produire des études de pratique, on mène également des expérimentations, on produit des évaluations et puis on travaille aussi à l'essaimage de projets qui fonctionnent. Pour cela, on mène des webinaires et puis on peut être amené également à donner des formations sur le sujet. Et c'est pour cela que nous vous avons proposé ce webinaire sur la participation. La participation, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Sur tous nos projets, en fait, on cherche à associer les personnes concernées. C'est vraiment une pierre angulaire de notre méthodologie d'action. Pour cela, on trouvait que c'était important de débuter ce webinaire en rappelant et en définissant en premier lieu donc cette notion, puisqu'il existe une multitude de définitions et l'ANSA a créé et enrichi la sienne à travers différents projets. Et je vais laisser la parole à Simon pour nous dire un peu plus de la vision de la participation selon l'ANSA. Oui, merci beaucoup Myriam. On va faire assez rapide sur le sujet, mais c'était important un peu de reposer la définition de la participation. Effectivement, il existe plusieurs définitions de la participation. Nous, de par notre expérience qu'on a pu vivre à travers l'accompagnement de différents publics sur des actions de participation, on a créé la nôtre. On va vous la partager aujourd'hui. Donc pour nous, la participation, c'est une action collective, hein. Il existe de la participation à titre individuel, mais notre vision, en tout cas notre action, se concentre sur des actions collectives qui vont rassembler des personnes en petits groupes, hein. Donc il ne s'agit pas d'informations descendantes, mais de petits groupes qui vont permettre l'échange et le travail collectif sur des sujets spécifiques. Donc des actions collectives qui regroupent des petits groupes de personnes de manière ponctuelle sur une action en particulier, sur un groupe de travail par exemple, ou sur une plus longue période. Donc on va retrouver des comités des usagers, on va retrouver à un moment donné des groupes de parole ou différentes formes de regroupement qui vont permettre de regrouper des personnes accompagnées sur la durée. Pourquoi cette action collective? Pourquoi ces groupes de personnes concernées? Eh bien, c'est tout simplement pour faire évoluer un service,
une structure ou même une politique publique au sens large qui les concerne. En l'occurrence, nous avons travaillé sur l'emploi accompagné. L'objectif de ce projet était de faire évoluer les pratiques d'emploi accompagné. La participation doit être réalisée en mobilisant et en valorisant les savoirs des personnes, ce qu'on appelle parfois les savoirs expérientiels. Donc, il s'agit d'aller partir de l'expérience, des besoins, des attentes des publics à qui on destine un service, une structure ou une politique publique, de manière à co-construire avec elles ou à faire évoluer avec elles ces pratiques, de manière à ce qu'elles répondent plus particulièrement à leurs besoins. Un petit point de détail qui n'en est pas un, c'est qu'on cherche à aller écouter, entendre et prendre les besoins des personnes qui ne sont pas forcément entendues habituellement. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une approche d'aller vers, on va chercher les publics pour lesquels on veut bénéficier du savoir expérientiel. Et donc, ça demande une démarche de mobilisation des personnes concernées qui est assez importante dans nos pratiques. Enfin, et c'est une de nos contributions, on va dire, à la notion de participation, c'est que pour nous, et c'est très important, la participation doit certes permettre de faire évoluer un service, une politique publique ou une structure, mais elle doit aussi apporter un bénéfice direct aux personnes qui s'impliquent. Donc, dans une perspective de développement de leur pouvoir d'agir, donc leur capacité à être actrice de leur propre parcours, en proposant notamment une plus-value en termes de pérénance, de conseils, d'information, de valorisation de savoir, de développement de compétences. Donc, on est vraiment sur une approche où à un moment donné, on peut dire gagnant-gagnant, où à un moment donné, les personnes vont pouvoir apporter leur contribution à l'évolution d'une structure, d'une politique publique, mais elles vont également retirer un bénéfice personnel de par leur participation. Donc, à travers cette expérimentation, donc c'est ce principe-là de participation que nous avons souhaité être mis en œuvre, et donc cette expérimentation s'est déroulée au sein donc des publics, enfin au sein des structures, pardon, qui portent l'emploi accompagné dans le Grand Est. Alors pourquoi l'emploi accompagné? Peut-être dire un mot sur ce que c'est que l'emploi accompagné pour les personnes qui ne connaissent pas ce dispositif. Il s'agit d'un dispositif qui permet d'accompagner des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la RQTH, de manière intensive et sans limite de durée. Cet accompagnement se base sur les préférences des personnes, hein. On cherche un emploi qui, par exemple, correspond aux préférences des personnes. On va au rythme que souhaitent les personnes. On va travailler la notion d'aménagement, par exemple, du temps de travail ou du poste avec les personnes et leur employeur. Donc, il y a vraiment une approche qui est très individualisée. L'Agence nouvelle des solidarités actives, donc notre association, était en charge de faire une évaluation de l'emploi accompagné entre 2017 et 2020, ce qui nous a amené à rencontrer un certain nombre de structures. On est toujours sur ce type d'action-là aujourd'hui, et ça confirme quelque chose qu'on avait déjà constaté avant 2020, c'est que la participation aujourd'hui à des actions collectives est très peu développée dans l'emploi accompagné. Également peu développée la participation des personnes concernées à la gouvernance des plateformes d'emploi accompagné. Et donc, partant de ce principe-là, on s'est dit que l'emploi accompagné constituait un bon terrain d'expérimentation pour développer de la participation et puis montrer qu'il pouvait apporter des choses à la fois aux personnes et à l'emploi accompagné. C'était d'autant plus intéressant que l'emploi accompagné est un dispositif qui se développe beaucoup aujourd'hui. Il y a 10 000 personnes qui sont accompagnées aujourd'hui en France et donc qui est amené à grandir encore. Et donc, c'était donc un terrain très intéressant pour développer la participation en espérant que cette expérimentation puisse permettre ensuite, notamment grâce à ce webinaire, de développer la participation partout dans l'emploi accompagné en France. C'est en tout cas notre volonté puisqu'on estime que c'est une très très forte plus-value, comme on va essayer de vous le démontrer à travers ce webinaire. Et puis pourquoi le Grand Est? On était donc amené au titre de notre association à participer à la coordination donc du PRITH, du Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés dans le Grand Est, sur lesquels on avait été amené à travailler sur l'emploi accompagné, notamment avec l'ARS représentée aujourd'hui par Élodie Michel, et puis Michel Eclé qui représente l'ADRETS, notamment avec également l'AGFIP et le FIPHFP qui ont souhaité également soutenir ce projet. Et donc, le Grand Est constituait un bon périmètre d'action puisqu'elle regroupe un grand nombre de structures d'emploi accompagnées qui travaillent donc à titre individuel au niveau de chaque département, mais également en collectif au niveau du Grand Est. Et donc, c'était intéressant de pouvoir expérimenter la participation au sein des structures d'emploi accompagnées du Grand Est. Et pour ça, donc, il y a un consortium qui a été créé et qui a été porté par Marguerite Sinclair, dont le directeur général François Gillet interviendra tout à l'heure.
Donc, on s'est concentré sur l'emploi accompagné pour développer la participation, du moins pour expérimenter une action de participation à destination des personnes donc accompagnées en situation de handicap. Mais notre perspective est plus large que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toute personne qui a besoin qui est accompagnée dans une structure peut participer. Toute structure qui accompagne des personnes en situation de handicap peut développer des actions de participation. Ça demande un effort, ça demande un certain nombre de compétences. Et tout ça, c'est possible et c'est ce qu'on voulait déterminer à travers cette expérimentation qui, vous le verrez, a permis de produire un certain nombre de livrables pratiques, notamment un guide méthodologique pour développer la participation, guide méthodologique qui sera diffusé à l'issue de ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un état des lieux, un peu des résultats de cette participation, donc ce projet de participation développé dans les structures d'emploi accompagné du Grand Est, à travers la parole des personnes qui y ont participé, que ce soit des personnes accompagnées, des professionnels, des directions de structures, et puis des institutions telles que l'ARS ou l'ADRES. L'objectif du projet, pour vous dire en deux mots vous dire en deux mots ce qu'il était, pardon, c'était premièrement créer des groupes locaux, c'est-à-dire qu'au sein de chaque structure d'accompagnement, en l'occurrence de structure d'emploi accompagné, ce qu'on appelle aujourd'hui plateforme emploi accompagné également aujourd'hui, l'objectif c'était de créer un groupe local sur chaque structure. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point du dispositif, c'était de développer un groupe régional qui permettait de réunir à la fois des personnes accompagnées dans différentes structures de l'emploi accompagné, mais également des professionnels, sur un lieu unique. En l'occurrence, on s'est réunis à Nancy pour pouvoir travailler collectivement au niveau régional sur l'évolution de l'emploi accompagné. Et étaient invités donc des professionnels, des personnes. Et sur les derniers regroupements, on a invité également des directions de structure et puis les institutions. Donc la DRETS, la RS et la GFIP ont par exemple participé à ces réunions. Ce groupe a été rebaptisé Ensemble participe de l'emploi accompagné. C'était une décision qui a été soumise à un vote lors du groupe régional. Et donc, on utilisera parfois ce terme Ensemble participatif de l'emploi accompagné lors de ce webinaire, ce qui désigne donc le groupe régional. Les objectifs, c'était d'améliorer l'emploi accompagné. On en a déjà parlé, hein, pour être au plus près des besoins des personnes. C'était également d'apporter un bénéfice individuel aux personnes en renforçant les liens sociaux, en développant le pouvoir d'agir, en développant des actions de pair aidance. Donc, on verra si ces objectifs ont été atteints. Et puis également une volonté de pouvoir faire changer un peu les choses au niveau des institutions en faisant évoluer les pratiques d'emploi accompagné de manière générale au niveau du Grand Est et puis en poussant une participation des personnes à la gouvernance, que ce soit au niveau des structures, mais ce soit aussi potentiellement au niveau départemental, voire au niveau régional demain. On fera le point sur ce sujet avec les institutionnels qui sont présents aujourd'hui tout à l'heure. Ce projet a été on va dire piloté par l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, notre association. Donc, on a principalement travaillé sur la formation des professionnels, sur le suivi des groupes locaux avec des points réguliers qu'on organisait avec les professionnels, et puis d'organiser également l'ensemble participatif donc au niveau régional. Donc, on était en animation et en organisation de ces temps-là. Le projet a été évalué par une consultante indépendante qui s'appelle Marina Drobi, que je tiens à excuser aujourd'hui puisqu'elle n'a pas pu malheureusement être présente pour une contrainte de dernière minute. Et puis, ce projet a été porté donc par l'association Marguerite Sinclair au titre du consortium des structures d'emploi accompagnées du Grand Est, qui étaient assez nombreuses, comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein. Donc, il y a un grand nombre de personnes, de structures, pardon, qui se sont impliquées. Je ne sais pas si François, tu souhaites déjà à ce stade dire un petit mot sur le consortium ou si tu souhaites en parler après. Après? D'accord. Bon, en tout cas, moi, je voulais tout simplement remercier énormément l'ensemble des directions, des professionnels, des personnes qui sont impliquées à travers ces différents groupes. On le verra tout à l'heure, ça représente énormément de mobilisation. Et donc, vraiment un grand merci à toutes et à tous. J'imagine que certains d'entre vous nous écoutent aujourd'hui. Donc, voilà, on vous passe un grand bonjour et puis un très gros merci. Voilà.
Le projet, et après j'arrêterai de parler, je laisserai la parole plutôt aux différentes parties prenantes, pour vous dire un tout petit mot sur la méthodologie du projet qui a été développé. Donc tout d'abord, le projet a commencé début 2022 par une formation action. Donc c'était la première étape du projet, avec une formation action donc de l'ensemble des professionnels qui étaient en charge de monter les groupes locaux et de participer donc au niveau régional, à travers une formation de 5 jours qui a eu lieu entre avril et septembre 2022. Suite à cette formation action, l'expérimentation a proprement pris corps avec l'expérimentation des groupes locaux et la mise en place de l'ensemble participatif au niveau régional. Ces différents groupes ont participé donc à l'élaboration et au test de nouveaux outils, de méthodes d'animation qui ont été proposés soit par les personnes, soit par les professionnels, soit par l'ANSA. Et en parallèle, Marina Droby a mené une évaluation continue. Et puis la dernière étape, c'est l'étape qui nous amène à nous rassembler aujourd'hui, à savoir la modélisation pour pérenniser la participation dans les structures du Grand Est qui étaient déjà impliquées, et puis essaimer à d'autres structures d'emploi accompagnées, et plus globalement à des structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap pour pouvoir donner envie de développer de la participation. Pour cela, on a travaillé donc à la fois sur un guide méthodologique et puis un guide de l'essaimage de la participation qui ont été travaillés avec l'ensemble des parties prenantes, notamment lors d'ateliers. Il y a des livrables qui ont été produits donc qui seront diffusés à l'issue du webinaire. Et puis donc il y a ce fameux webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Donc on vous remercie énormément pour cela aussi. Et donc qui vous donnera ensuite accès à l'ensemble des livrables qui seront produits à travers ce projet. J'en conclus pour vous parler du comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage a réuni un grand nombre d'acteurs, notamment les financeurs de ce projet-là. Donc, on tient énormément à remercier également. Donc, la CNSA a financé le projet, ainsi que l'AGFIP, l'ARS, et puis on contribue également donc l'ADRETS et le FIPHFP au niveau régional. Donc, il y a un ensemble de bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de cette expérimentation qu'on tient vraiment à remercier aujourd'hui beaucoup pour leur soutien. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation assez riche du contexte et des objectifs du projet et de la méthodologie, comment on a pu mettre en œuvre toute cette expérimentation. Et donc maintenant, on va vous proposer de vous présenter les actions qui ont été réalisées au sein des différentes instances. Donc d'abord avec un retour sur les groupes locaux. Puisque l'expérimentation a débuté, comme l'a dit Simon, par 5 jours de formation action. Alors formation action, l'idée c'est vraiment de pouvoir alterner entre des journées de formation et des journées terrain pour expérimenter et puis ensuite revenir lors des journées de formation sur ce qui a pu être mis en œuvre et donc d'avoir comme ça un aller-retour entre la théorie et la pratique. Cette formation a permis aux animateurs référents formés de mettre en œuvre 11 groupes locaux. Euh, qui, à leur tour, ont donné naissance à 198 réunions qui ont permis de rassembler donc des personnes accompagnées. Alors, les chiffres sont sûrement aujourd'hui sous-estimés puisque l'expérimentation, enfin en tout cas les groupes locaux et l'ensemble participatif existent toujours aujourd'hui et donc depuis cette évaluation, les chiffres ont sûrement bien augmenté. Et puis donc au total, lors de l'évaluation, ce sont 140 personnes accompagnées qui ont été recensées et qui ont donc participé autant de rencontres. Ces moments partagés donc, ont permis d'échanger des idées, des outils, mais également des projets. Et donc, on y reviendra tout au long de cette présentation, puisque on va vous présenter quelques outils et actions assez concrètes. Très rapidement, on voulait vous montrer un peu en image ce que peuvent donner en tout cas ces groupes locaux. Donc, comme vous le voyez, des moments conviviaux, mais aussi et surtout des temps de travail et puis beaucoup de moments et d'échanges informels. Donc là, vous avez quelques images qui nous viennent tout droit d'Alsace avec le groupe local Santé Mentale. Et puis, on a également, je vais passer euh, une image qui nous vient tout droit du groupe local Marguerite Sinclair avec en plein milieu l'égérie Plume. Voilà, un petit retour sur image. Mais puisque nous, l'idée, c'était plutôt de donner la parole
aux personnes concernées. On a aujourd'hui parmi nous Laurence Cléry, donc personne accompagnée par la structure L'Adapte dans l'Aube, et Céline Vimbel, qui est conseillère en emploi compagnie, qui ont bien accepté de nous rejoindre et de témoigner. Donc bonjour Laurence et Céline. Laurence, vous avez participé au groupe local L'Adapte dans l'Aube. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son mode de fonctionnement et de ce que vous avez pu y faire durant ces temps de rencontre? Oui, bien Et sûr. merci. Bonjour à tous. Alors, dans le groupe local, notre groupe participatif local se déroule dans le cadre du dispositif emploi accompagné de 3. Nous avons choisi de le dénommer le groupe idéal. Aujourd'hui, nous sommes 8 personnes dans ce groupe à y participer, encadrées par notre job coach, qui est Céline, donc en fait, qui est près de moi. Le fonctionnement du groupe local, en fait, s'articule sur plusieurs points. Nous nous retrouvons tous les 15 jours environ. La participation est libre et chaque atelier dure environ en moyenne 2 heures et demie. Cet atelier vient en complément des entretiens individuels qui sont très importants dans l'emploi accompagné. Et afin de respecter la parole et le parcours de vie de chacun, nous avons établi une charte de vie du groupe. Alors, en plus des rencontres, nous avons créé un groupe WhatsApp pour échanger. Ce groupe est modéré par notre job coach. Alors, au sein de ce groupe, les sujets abordés par le groupe local sont les suivants. Nous organisons les débats en commençant le plus souvent par la météo de chacun. Puis nous débattons soit sur un sujet abordé le jour de la réunion par un membre qui le propose, soit nous sommes sollicités par notre job coach pour développer un thème. Nos échanges s'organisent autour de la paire et danse. Nos besoins individuels sont souvent enrichis du point de vue et du partage d'expériences des autres membres. Merci beaucoup, Laurence. Pardon. C'est tout pour toi? Oui, c'est tout pour moi, c'est tout bon. Merci beaucoup, Laurence, donc, de nous avoir présenté le groupe local de l'ADAPT. Céline, vous êtes référente et animatrice du groupe donc Idéal dans l'Aube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez organisé et animé ces temps d'échange? Donc, en fait, suite à les petites formations qu'on a eues avec l'ONSA, au mois de mai 2022, on a lancé des petits flyers avec coupons-réponses pour les inviter à une réunion de participation pour échanger sur leurs besoins et attentes pour l'évolution du dispositif emploi accompagné. Donc, on avait une quinzaine de personnes. Donc, à l'issue de cet après-midi, il y a eu tout de suite la constitution d'un groupe WhatsApp, d'un groupe Facebook aussi qui s'appelle Idéal Adapté Aube, je crois. S'est mis en place rapidement un petit noyau de 5 personnes. Aujourd'hui, ils sont 8. J'ai réussi à leur proposer d'autres personnes, mais là, 8, ce sera bien. Et puis voilà. Euh, donc, on essaye, enfin, j'essaye, parce que c'est pas, voilà, en fonction des emplois du temps de chacun, de ceux qui sont en emploi et le mien qui est pas toujours cool non plus, on essaye au minima de se voir une fois par mois, et des fois, on peut se voir 2 à 3 fois par mois. Euh, et en parallèle, d'autres petits ateliers qui peuvent se coupler, où là, ils sont avec d'autres personnes qui sont pas au sein du groupe. Voilà. Ce que je fais, les différents sujets abordés, donc je leur demande sur le groupe WhatsApp ce qu'ils ont envie, ou alors des fois je peux avoir repéré lors du dernier groupe quelque chose qui m'interpellait, donc je leur propose. Donc ils me disent OK. Le lieu peut être au sein de l'ADAPT, au sein de la structure. Ça peut être aussi, on peut se rencontrer dans un café. Ils aiment beaucoup, enfin, sortir de l'institution. Donc, on peut se retrouver dans des parcs parce on fait notre petite sortie cohésion de fin d'année. Donc, on va dans un parc avec un repas partagé. Là, on va faire pareil à Noël, mais pas dans un parc parce qu'il fait froid. Donc, on refait ça. Donc, on est sur des ateliers de paire et danse où ils échangent entre eux avec des moments conviviaux. Ça a beaucoup renforcé les liens sociaux, mais je crois que c'est pas tout de suite que je le dis. C'est après, je ne sais plus. Au secours. Euh, Sentez-vous libre d'aborder tous les sujets en tout cas. Donc oui, effectivement, des temps pour renforcer les liens sociaux. Ouais, ouais. Et beaucoup d'évolution dans le regard sur les choses, sur la vie, sur leur façon de fonctionner. Très riche. Donc voilà. Et là, j'ai la chance d'avoir une nouvelle collègue qui est arrivée en octobre.
autre qui est dans la même dynamique que moi. Donc, on a refait une nouvelle réunion comme il avait été fait en mai 2022. Donc, on est en train d'essayer de reconstituer un nouveau groupe de pères aidants. Donc, ce sera peut-être idéal 2 ou pas, peut-être qu'il y aura idéal 3. Donc, on espère que ça va pouvoir marcher aussi bien que celui qui existe actuellement. Merci beaucoup. En tout cas, donc ça a plutôt bien fonctionné puisque vous en êtes aujourd'hui au lancement d'un deuxième groupe et donc un groupe qui porte ses fruits. Merci beaucoup pour votre intervention à toutes les deux. Euh, donc, vous l'aurez compris, les groupes locaux, ce sont des moments conviviaux qui permettent d'apporter du lien social, de la confiance en soi aussi aux personnes, mais ce sont également des moments qui permettent la construction de nouveaux outils pour améliorer l'emploi accompagné. Et donc, on a parmi nous Joris Martin en direct de la Moselle, donc, qui est accompagné par la Oui, structure Pyramide Est. Bonjour Joris. Et on a également Yuri Edon, oui. qui est donc une personne accompagnée par la structure Marguerite Sinclair. Et donc tous les deux, tour à tour, vont nous présenter deux outils, enfin trois outils même, produits au sein des groupes locaux. Alors on va commencer par vous, Joris. Donc vous avez travaillé sur un outil de communication et de sensibilisation, donc une BD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste et comment vous l'avez élaborée? Oui, en fait, au départ, il y a Valérie Chang et Madame Eugénie Sailly. C'est des animatrices du groupe local qui ont un ami qui est un chargé de communication dans l'association qui dessine des BD dans son temps libre. En fait, c'est partir de là. Et en gros, lors d'une réunion locale, on a décidé, ils ont décidé de mettre en place les gens qui veulent faire une BD et tout le monde a dit OK. Donc on est parti ensuite sur Metz faire une réunion pour faire une BD. Donc la BD s'est transformée en brainstorming au départ. On voulait savoir comment construire la BD ou partir si c'était une BD plutôt sérieuse, une BD plutôt drôle ou c'était quoi le but de cette BD. Et en fait, l'idée de la BD, c'était de travailler sur les préjugés en fait. Et ensuite, on est parti sur une BD de l'humour pour sensibiliser à l'emploi accompagné en fait, tout simplement. Et après, on a réfléchi comment faire une BD marrante. Comment faire? Donc, on a vu qu'il fallait faire une chute vers la fin. Donc on est parti sur la BD un peu marrante avec une chute amusante à la fin. Et le but de cette BD, c'était de communiquer autour de l'emploi accompagné auprès des personnes et des employeurs pour lutter contre les idées reçues et auprès d'une personne de situation pour les rassurer, en fait, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Joris, de nous avoir présenté ce chouette outil de sensibilisation. Et pour l'avoir lu, effectivement, elle est très marrante et la chute est assez réussie. Donc, Et on peut donc la maintenant, diffuser, hein. Peut-être, on oui, pourra tout à l'envoyer fait. si ça vous dérange pas également l'ensemble des participants pour que vous puissiez la lire et la diffuser. Tout à fait. Et donc maintenant, on va laisser la parole à Yuri, qui a participé au groupe local porté par la structure Marguerite Sinclair. Et donc vous, au sein de votre groupe local, vous avez travaillé plutôt sur deux outils d'accompagnement des personnes, le jeu de plumes et la roue de l'humeur. Est-ce que Yuri, vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer en quoi consistent ces outils? Bonjour, bonjour Myriam, bonjour à toutes et tous. Tout à fait. Alors dans le cadre du suivi des personnes engagées dans le dispositif d'emploi accompagné, deux outils ont pu être développés afin de faciliter les échanges entre les bénéficiaires et les professionnels, ainsi que de permettre aux candidats de mieux se connaître sur les plans personnels et professionnels. Le premier outil est la roue de l'humeur. Il s'agit d'un cercle de papier sur lequel ont été imprimées plusieurs images, comme vous le voyez, chacune représentant une émotion parmi lesquelles on pouvait recenser la tristesse, la joie, la colère et quelques autres basiques du panel émotionnel. Paré d'une aiguille à forme de flèche, fichée en son centre, son usage permettait de pointer une émotion à l'aide de la flèche et ainsi pouvoir indiquer l'émotion vécue. L'intention était alors d'inviter les bénéficiaires à renseigner leur humeur en début et en fin de séance. Cela avait donc l'utilité de connaître la disposition des personnes concernées, que ce soit lors d'entretiens individuels entre les chargés d'insertion professionnelle et leurs bénéficiaires ou lors des groupes d'expérimentation locale ou groupes locaux.
Se renseigner sur l'humeur du bénéficiaire peut permettre au professionnel de mieux conduire son entretien en tenant compte des difficultés éventuelles que peut rencontrer la personne concernée. L'inverse peut également se vérifier. Être informé de l'état émotionnel de son interlocuteur peut permettre au bénéficiaire d'y être davantage sensible et vigilant dans ses interventions à venir. De plus, s'exprimer verbalement avec aisance n'étant pas chose aisée pour tout un chacun, la roue rend ainsi possible une communication discrète à la faveur de son utilisateur. Qu'il lui soit difficile de prendre la parole ou alors même de pouvoir correctement identifier ce qu'il ressent, il peut alors éviter un exercice éprouvant ou bien désigner plus facilement les émotions qu'il vit à l'aide des représentations visuelles. La roue est ainsi utilisée au début et en fin de chaque entretien individuel au SAVE 68, proposé par chaque chargé d'insertion à ses bénéficiaires. À noter que la roue de l'humeur a connu des améliorations au cours de l'année dernière sur une suggestion des bénéficiaires. La nouvelle roue contient ainsi plus de 14 émotions, bien plus nuancées que celles de la première version. Deux autres aiguilles fléchées sont également apparues afin de graduer l'intensité des émotions désignées et d'offrir une plus grande exhaustivité de choix. Son aspect esthétique a également été retravaillé. Vous pouvez la voir justement affichée à l'écran. Concernant le deuxième outil, outil qui a été évoqué, c'était le jeu de plumes, nommé ainsi en référence à une chienne intervenant en médiation animale que l'on a vu un peu plus tôt dans les images. Un jeu de loi permettant aux bénéficiaires de mieux se connaître les uns les autres en répondant à des questions ou les posant aux autres participants. Ces questions se trouvent sur des cartes regroupées en plusieurs jeux, chaque jeu de cartes étant construit sur une thématique différente, parmi lesquelles on peut trouver la connaissance de soi et la connaissance de soi dans le monde professionnel. Le principe est le même que la version classique du jeu de loi, hein, à ceci près qu'à chaque fois qu'un pion est posé sur une case-carte, il faut alors lire la carte correspondante et répondre à la question écrite ou la poser à un autre joueur. Outre une meilleure connaissance de soi-même, le jeu de plumes permettait également de travailler sa confiance en soi, ainsi que la communication et la socialisation de par les échanges de groupe qu'il engage. Ce jeu a par ailleurs été employé en tant qu'activité brise-glace lors des rencontres du groupe d'expérimentation locale et est toujours utilisé dans les ateliers de médiation animale. Merci beaucoup à vous deux, Yuri et Joris, pour nous avoir présenté ces outils très inspirants et très utiles. Voilà, on vous a proposé un retour sur les groupes locaux et donc sur les productions, des exemples de productions qui ont pu être travaillées avec toujours l'idée d'améliorer l'accompagnement des personnes concernées. Et donc, on va vous présenter sans plus attendre le groupe régional qui a été nommé l'ensemble participatif. Et donc là, on est plutôt sur un niveau régional. Donc, depuis son lancement, 5 réunions ont pu être tenues en présence de personnes accompagnées, de professionnels et des institutions. Donc, l'intérêt, comme le disait Simon plus tôt, c'est qu'on avait un croisement de regards et puis différentes personnes qui travaillaient autour d'une même table sans distinction en fonction des statuts. Et puis, ces réunions ont permis donc d'élaborer ensemble 23 propositions d'évolution, pardon, concernant l'emploi accompagné. Et donc, ces propositions qui ont émergé des différents ateliers avec pour thématique la gouvernance de l'emploi accompagné, l'accompagnement des personnes et puis le lien avec les employeurs, par exemple. Voilà, des sujets qui étaient soit proposés par les personnes, soit amenés par d'autres acteurs, mais en tout cas qui ont été à travailler collectivement. Alors, on avait prévu à ce moment de vous partager un petit film de 2 minutes, puisqu'une image, comme on le sait, vaut 1000 mots. Malheureusement, on a eu un défaut technique. Enfin, en tout cas, la vidéo, quand on la projette, elle bug un peu. Comme on répond également à une question, le support vous sera envoyé. On vous mettra un lien vers la vidéo. Euh, c'est une petite vidéo de 2 minutes, mais qui donne quand même pas mal à voir comment on a pu travailler et avec voilà, des témoignages. Donc, on vous enverra ce support. Myriam, Euh, ouais, j'en profite pour dire qu'il y a eu quelques questions dans ce sens-là, hein, sur les questions-réponses. Et est-ce qu'on pourra envoyer les supports qui sont présentés, les illustrations? Donc oui, on pourra vous envoyer les documents qui ont été créés à l'issue de cette expérimentation. Et on pourra également vous envoyer le PowerPoint du webinaire et puis d'autres outils tels que la BD ou d'autres supports qui pourront vous être utiles également. Il y a quelques questions voilà, qui sont posées dans le chat. N'hésitez pas également, les intervenants, à répondre, comme est en train de le faire Yuri, pour pouvoir répondre aux questions qui se poseraient sur les différentes interventions. Super, merci beaucoup. Euh, donc,
Vous pourrez avoir accès au lien pour visionner cette vidéo. Et puis maintenant, bah, je vous propose d'avoir quand même un retour en direct sur cet ensemble participatif. Et donc, on va redonner la parole à Joris, et puis donc, qui est accompagnée de Valérie Chang, référente au sein de la structure Pyramides, pour nous parler de leur expérience au sein de l'ensemble participatif. Donc, Joris, vous avez participé à cette instance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, c'est un super lieu de discussion parce que vous avez toutes les personnes, comment dire, toutes les personnes dans cette réunion. Donc, vous avez les financeurs, les personnes de santé, les personnes en situation de handicap, ceux qui suivent les personnes en situation, dans les personnes en situation de handicap. Après, on commence par exemple, une journée type, vous commencez par un atelier brise-glace. Donc, les gens, ils font un bingo. Donc, en gros, le bingo, c'est vous demandez, par exemple, une personne qui est née en septembre et vous faites comment dire, vous faites le tour de la salle pour voir si les personnes sont nées en septembre. C'est bien parce que ça vous permet déjà de connaître des personnes. Donc, peut-être des financeurs que vous n'avez pas du tout l'habitude de parler, vous commencez à parler avec les gens, vous savez même pas ce que c'est que c'est un financeur en fait. C'est ça qui est bien. Et ensuite, vous avez après un repas de prévu, c'est convivial, ça permet de resserrer les liens entre les personnes. Après ce repas, vous avez souvent des sujets abordés. L'après-midi, c'est plutôt travail que distraction le matin, où vous traitez des sujets abordés, beaucoup de sujets divers et variés, et chacun est intéressé par un sujet, par exemple, comment améliorer l'accompagnement, comment communiquer avec les employeurs, comment créer du lien pour les personnes participant dans le groupe local, que des choses comme ça. C'est très important, c'est très bien et c'est très divers et varié pour tout le monde, quoi. Après, l'ensemble participatif est un espace pour travailler entre différents acteurs sur l'amélioration d'accompagnement dans un cadre convivial. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, Joris, pour ce résumé de ce qu'on a pu faire durant les temps d'échange au sein de l'ensemble participatif. Effectivement, c'était vraiment un cadre convivial et on a beaucoup travaillé. Valérie, vous avez accompagné Joris lors de ces temps collectifs. En tant que référente animatrice, comment vous avez vécu cette expérience régionale et puis comment vous avez préparé ces moments? Alors, on trouvait que c'était important de faire le lien justement entre le groupe local et le groupe régional parce que ça va dans les deux sens. Un groupe régional va apporter au groupe local et le groupe local va aussi apporter au groupe régional. Donc notre groupe local, ça permettait de préparer le groupe local. Par exemple, on préparait les personnes qui allaient y participer, qui allaient aller à Nancy. Donc on reprenait le PowerPoint qui avait été fait avec l'ANSA, avec tout le déroulé. Donc on reprenait le programme, pas seulement avec de tout le groupe local parce que tout le monde est concerné, donc ça permettait d'intégrer tout le monde dans ce projet, de répondre aussi à leurs questions, de pouvoir rassurer parfois certaines personnes également pour avoir un avis collectif du groupe sur ce qui va être décidé au niveau du groupe régional. Donc, par exemple, pour le nom du groupe régional, ben, l'ensemble participatif, ça a été voté et on a demandé donc au niveau de chaque groupe local ben, quel était le nom voilà, que les personnes préféraient. Et là, ça permet à nouveau d'impliquer ben, Ouais. toutes les personnes et voilà, ben, se sentent voilà, intégrées dans ce projet. Aussi, également, le groupe régional permet d'avoir des sujets de travail pour le groupe local. Donc, par exemple, au niveau du groupe de l'ensemble participatif,
on avait parlé du lien qu'on pouvait faire avec les GEM. Et du coup, on allait rencontrer, là, il y a un mois et demi, on allait rencontrer le GEM de Sarreguemines. Donc, on a accompagné nos bénéficiaires directement au GEM. Ils ont pu faire connaissance voilà, avec les participants qui étaient là-bas, avec l'animatrice, visiter le GEM. Et ben, ça a vraiment voilà, pu leur montrer ce que c'était le GEM et leur donner envie d'adhérer. D'ailleurs, la rencontre, elle était très positive, hein, du côté de nos bénéficiaires comme du côté des adhérents du GEM. Et donc aussi, ben, les propositions de l'ensemble participatif, c'est utile hein, pour améliorer l'accompagnement. Euh, alors après, chaque groupe régional, donc on faisait un retour au niveau local, mais ça nécessite qu'on puisse s'adapter, voilà, expliquer. Voilà, ça dépend du degré de compréhension de chacun, mais pouvoir s'adapter et expliquer voilà, voilà, à chacun ce qui a été fait. Merci beaucoup. Je vais profiter de cette transition pour répondre à une question. Donc, quels sont les sujets abordés lors de ces groupes? Donc, les groupes locaux vont plutôt traiter, comme ça peut être dit, de questions de pair et danse, de lever des freins à certaines situations, d'aborder la situation professionnelle et personnelle de certains participants et de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les personnes qui y participent. Et donc favoriser le lien social. Et puis, au niveau régional, on est plutôt sur un travail sur l'évolution du dispositif. Donc, les thématiques peuvent être en lien avec l'emploi accompagné. Est-ce qu'on doit, par exemple, favoriser l'accès rapide à l'emploi ou plutôt une approche progressive? On aborde aussi la question de la sortie de l'emploi accompagné. À quel moment mettre fin? Comment, voilà, partir du vécu et de l'expérience des personnes concernées pour construire l'évolution de l'emploi accompagné. On travaille également des questions liées au lien avec l'employeur, mais les thématiques, que ce soit, arrêtez-moi si je me trompe, mais que ce soit au sein du groupe local ou au sein de l'ensemble participatif régional, l'idée, c'est quand même de partir des besoins des personnes. Donc, on a toujours un temps de sondage ou de travail avec les personnes accompagnées, les professionnels, pour essayer de t'aider un peu des sujets qui correspondent finalement aux préoccupations et aux besoins des personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc en tout cas, je vais laisser la parole à Simon qui va nous présenter notamment une production de l'ensemble participatif, puisque Valérie l'a très bien expliqué, on fait le groupe local enrichit l'ensemble participatif et inversement, et donc on a pu travailler sur le déroulé type d'un groupe local au niveau régional, et donc je vais laisser Simon présenter cet outil. Oui, merci Myriam. Avant de présenter l'outil, ouais, je voulais vraiment souligner l'ensemble des productions qui ont été réalisées à la fois au niveau local et au niveau régional. Effectivement, une des surprises, c'est on évoquera ça tout à l'heure, mais du groupe local, c'était qu'on n'avait pas identifié clairement nos besoins de pair et danse, de discussion, et qui est apparu très clairement comme un des enjeux majeurs du groupe local. Et puis, il y a quand même eu un certain nombre de productions qui ont été faites au niveau des groupes locaux, hein. Il y en a quelques-unes qui vous ont été présentées notamment par Joris et Yuri. Il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres choses qui ont pu être faites on pouvait pas tout montrer aujourd'hui, évidemment. Et puis, qui ont permis comme ça au niveau local de travailler un peu la manière dont se faisait l'accompagnement et de le faire évoluer. Et c'est vrai qu'au niveau régional, on a systématiquement eu, comme le disait Joris tout à l'heure, des temps plutôt de prise de connaissance, où on faisait connaissance à travers avec le bingo qui a été évoqué, où chacun allait voir tout le monde pour voir s'ils avaient des points communs, des temps un petit peu de présentation de ce qui était fait au niveau local et qui était présenté au niveau régional pour partager des bonnes pratiques. Et puis on conservait systématiquement un temps d'atelier pour voir comment on améliore. Il était possible, en partant des besoins donc des personnes, puis de l'expérience des professionnels aussi, hein, de pouvoir faire évoluer positivement l'emploi accompagné. Parmi ces ateliers, il y en a un qu'on a imaginé autour du groupe local idéal, puisque chaque groupe local fonctionnait différemment. Et puis, on était, je crois, un an après la mise en œuvre des groupes locaux. Donc, on a fait un groupe exclusivement avec des personnes accompagnées pour voir finalement quels étaient, selon eux, à quoi pouvait ressembler un groupe local idéal. On voulait faire un tout petit focus sur les résultats de cet atelier, parce qu'on trouve que c'est assez pratico-pratique pour vous donner peut-être des idées, vous, pour faire évoluer ou monter un groupe local si vous le souhaitez le faire demain.
En gros, on va retrouver donc une réunion qui dure maximum 2 heures, on ne doit pas être plus long que ça, avec une pause au milieu. Donc ça fait en gros 2 séquences d'1 heure. La première séquence est importante pour, je dirais, à la fois partager un peu son humeur. Donc certains groupes peuvent utiliser par exemple la roue de l'humeur qui a été présentée par Yuri tout à l'heure. Le temps d'icebreaker hein, ou de brise-glace est hyper important pour à un moment donné, soit créer une bonne ambiance dans le groupe, et puis aussi pour potentiellement resserrer les liens entre les personnes, notamment s'il y a des nouveaux arrivants, faire en sorte que tout le monde se connaisse bien et puisse échanger dans de bonnes conditions. Et puis, généralement, ce qui se passe aussi, c'est que là, c'est sur les premiers groupes, il y a cette charte hein, de vie du groupe qu'évoquait tout à l'heure Laurence, qui est importante pour aussi redire, je dirais, bien situer la manière dont vont se faire les échanges au sein du groupe. Donc un démarrage plutôt voilà sur des aspects conviviaux, ludiques. Hein. Il y a systématiquement un petit déj ou quelque chose à manger qui permet d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions. C'est hyper important la convivialité. Et ensuite, au niveau du groupe local, ce que demandaient les personnes qui ont été interrogées, c'est de prendre le temps, au début de chaque réunion, de faire un point sur la vie du groupe local. Ça veut dire revenir un peu sur les projets en cours. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qu'il faut qu'on remette à l'ordre du jour parce qu'on n'a pas fini de les traiter? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été traités mais pour lesquels il y a eu une remontée d'informations à la direction, par exemple, et pour lesquels on a besoin d'un retour pour voir si la proposition qui a été faite a été prise en compte? Est-ce qu'il y a des activités de groupe qui peuvent être réalisées donc au-delà du groupe local. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se décider aussi pour améliorer la vie du groupe. Et puis enfin, comment est-ce qu'on renouvelle les participants, puisque c'est un sujet important, hein, c'est que créer un groupe local, c'est une chose, mais faire en sorte que les personnes se renouvellent au sein du groupe en est une autre. Et donc, c'est intéressant de s'interroger au sein même du groupe, de savoir comment on va pouvoir aller à la rencontre, aller chercher de nouvelles personnes qui vont pouvoir intégrer progressivement le groupe ou éventuellement, pourquoi pas, comme c'était le cas dans l'Aube, créer un second groupe. Euh, cette première séquence, donc avant la pause, permet aussi de faire du collectif sous la forme de pair et danse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque personne qui participe au groupe rencontre des succès ou des difficultés dans son accès ou son maintien dans l'emploi, et c'est un bon moment pour pouvoir y échanger. Et là, on est vraiment sur comment est-ce qu'on peut apporter vraiment des réponses individuelles grâce à l'existence d'un collectif. Donc ça, vous voyez, on est plutôt centré sur la vie du groupe, sur l'échange entre les personnes. Et puis, ce qui était intéressant, et c'est pas toujours le cas dans les groupes locaux, hein, c'est ce qu'on a pu remarquer, c'est de garder un temps sur finalement de réflexion, comment est-ce qu'on s'améliore? Donc comment est-ce qu'on améliore les méthodes de l'emploi accompagné, les méthodes d'accompagnement? Comment est-ce qu'on développe de nouveaux outils pour faciliter, par exemple, la communication auprès des employeurs? C'est la BD qu'a présenté Joris. Comment est-ce qu'on améliore la relation peut-être entre la personne et sa référente ou sa conseillère emploi accompagné, et notamment la roue de l'humeur, qui était un point intéressant, qui a été développé pour du collectif et ensuite qui a été utilisé pour de l'individuel. Donc ça, c'est des choses qui ont pu être travaillées au niveau des groupes locaux aussi. Et donc, les personnes qui ont travaillé à cet atelier, donc au niveau régional, trouvaient que c'était important de pouvoir aussi consacrer un temps à cela, puisque c'était un des objectifs premiers de la participation. Et puis, à la fin de la réunion, il est bien de prévoir un temps de conclusion où, à un moment donné, chacun peut exprimer ce qu'il a ressenti par rapport à la réunion, faire le point sur cela et éventuellement de réutiliser la roue de l'humeur pour voir si l'humeur des participantes et des participants ont changé grâce ou à cause de la réunion. Donc ça, c'était un exemple de chose qui a été assez pratico-pratique, qui a été travaillé en atelier. Comme le disait Myriam tout à l'heure, il y a plein d'autres sujets qui ont été travaillés. Vous les retrouverez hein, dans les guides qui vont être diffusés. Il y a vraiment plein de choses à travailler donc au niveau régional, puis après qui peuvent éventuellement être redescendus au niveau local. Les deux étant bien sûr en interaction, comme expliquait tout à l'heure Valérie. Merci beaucoup, Simon. Alors, excusez-moi, j'étais en train de répondre à une question en direct. N'hésitez pas à continuer de nous écrire. Donc maintenant qu'on a bien pu avoir une vision de ce qu'étaient les groupes locaux et l'ensemble participatif, on va vous présenter les principaux résultats de l'expérimentation qui ont été mesurés lors de l'évaluation faite par Marina Droby. Et donc, elle n'est pas présente parmi nous aujourd'hui, mais Simon va nous faire la synthèse des principaux constats.
Et donc, Oui, d'autant rapidement, plus. bah, les principales enseignements, on va dire, hein, production, c'est que bah, on a, à travers cette expérimentation, tous ensemble, réussi à créer un cadre favorable à la participation. Donc, c'était, je dirais, la combinaison entre la formation, les groupes locaux, le groupe régional. Globalement, on va dire que la mayonnaise a bien pris, ça a fait quelque chose qui perdure aujourd'hui. Qu'on a pu constater une participation bah, effective, active des personnes au niveau local, au niveau régional, et puis au niveau de la gouvernance du projet, puisqu'on a invité donc les personnes accompagnées à participer au comité de pilotage à partir du deuxième ou troisième copil, je pense, et donc il y a eu une vraie prise de parole, une participation qu'on aimerait, dans l'idéal, voir étendue à l'emploi accompagné de manière plus générale. Donc les espaces de départage et de paire aidante, on en a beaucoup parlé. C'était effectivement pas forcément notre objectif premier, mais c'est ce qu'on a pu constater à travers les résultats de l'évaluation réalisée par Marina. Et puis, il y a eu de nombreuses propositions qui ont été faites soit au niveau local, soit au niveau régional. Donc, au niveau régional, nous, on les a donc tout simplement enregistrés dans un fichier de suivi qui a permis comme ça de pouvoir traiter les points au fur et à mesure, points qui pouvaient être adressés soit au niveau local, soit au niveau régional, soit avec une interaction auprès des financeurs. Et puis voilà, bonne nouvelle, c'est que donc la démarche est pérennisée dans le Grand Est aujourd'hui, donc à la fois au niveau des groupes locaux, puisque la plupart des groupes locaux sont toujours actifs, certains même se créent, et puis au niveau du Grand Est, avec donc la pérennisation du groupe régional, hein, de l'ensemble participatif de l'emploi accompagné, dont la prochaine réunion aura lieu au mois de janvier. Pour aller plus loin sur les bénéfices, on voulait revenir un peu sur cette notion de bénéfice attendu par la participation qui a été présentée au début du webinaire, à savoir, quand on fait de la participation, on recherche un bénéfice collectif. Donc, pour contribuer à améliorer un dispositif, un service, une structure, une politique publique en tenant compte des besoins des personnes. Donc ça, c'est la première phase de la pièce. Et donc, le côté pile, on va dire, c'est le bénéfice individuel qui doit être celui des personnes en leur permettant d'être plus actrices de leur parcours, hein, c'est le fameux développement du pouvoir d'agir, et puis développer aussi des choses telles que la confiance en soi, de nouveaux savoirs, du lien social ou d'autres bénéfices à titre individuel. Et donc, on envisageait, nous, la participation vraiment comme une pièce à deux faces, et ces deux faces étant indissociables. Donc, quand on a expliqué ça à Marina Dromi, elle s'est basée là-dessus pour voir finalement ce que ça avait donné. Et donc, voilà les résultats donc, elle nous a formalisés, donc, ont été présentés lors de la dernière journée d'ailleurs de l'ensemble participatif. Euh, développement du lien entre les personnes pour les personnes accompagnées, donc certaines personnes qui sont devenues amies à travers ce groupe ou qui ont pu comme ça échanger de manière régulière, de manière conviviale. La paire aidance aussi qui est très importante. La valorisation de compétences, notamment la capacité à s'exprimer donc oralement ou dans un webinaire comme on le fait aujourd'hui. La production d'outils pratiques sur lesquels les personnes ont contribué de manière très active, hein. La roue d'humeur est typiquement un exemple. La BD également. Et puis plus globalement, et ça c'est un point qu'on retrouve systématiquement dans les actions de participation, et je dirais même parfois même quand c'est bien fait dans l'ensemble des actions collectives, c'est un renforcement de la confiance en soi. Et on trouve que c'est vraiment une plus-value qui paraît un peu bête comme ça, mais qui est vraiment très importante pour le parcours, pour la réussite des parcours, et notamment des parcours vers l'emploi. Moi, je vais pas en dire beaucoup plus. Je pense que le mieux, c'est plutôt de poser la question donc, aux différentes personnes qui ont été accompagnées et qui ont participé au dispositif. Donc, Laurence, Joris et Yuri, on va vous laisser la parole. Je crois qu'on commence par vous, Laurence. D'habitude, on se tutoie, mais là, on a décidé qu'on se vous voyait. Donc, je te vous vois, Laurence. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci Simon. Alors, la participation permet plusieurs choses. S'informer, la compréhension du dispositif est plus aisée grâce à la participation dans les groupes locaux et l'ensemble participatif. Ensuite, échanger avec d'autres personnes et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Lors des journées de réunion à Nancy, nous avons également témoigné et participé à des ateliers, ce qui nous a permis de découvrir les différentes actions des autres DEA. Ça donne des idées et on découvre comment les gens évoluent dans leur structure. Ça renforce l'ouverture d'esprit. Ensuite, c'est aussi de créer du lien social. Cette action globale et de longue haleine a permis de construire des relais d'information et d'action entre usagers. Le fait de construire ensemble des actions
et valorisant et fédérateur. L'écoute et l'entente sont au rendez-vous des réunions régionales. Et pour conclure, le groupe local et l'ensemble participatif constituent des piliers pour beaucoup de personnes. Voilà ce que je pouvais Merci. dire. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Donc, effectivement, hein, on a pu observer à travers notamment l'évaluation que ce projet a permis de développer et renforcer les liens sociaux. Et il me semble que c'est également quelque chose qui vous a beaucoup plu, entre autres, Joris. Est-ce que vous voulez nous faire part de votre expérience? Ah, Joris, je crois que vous avez votre micro coupé, donc on vous entend pas. Excusez-moi, c'est le micro qui était coupé. Les aléas Donc, techniques. je vous disais que l'ensemble participatif était super bénéfique pour moi parce que, en fait, vous parlez à beaucoup de personnes. Donc, rencontrer de nouvelles personnes, ça fait toujours du bien à parler aux gens qui sont peut-être dans la même situation que vous, donc avec un autre état d'esprit que vous avez, vous. Donc, ça comprend plein de choses. Ça peut vous donner une dynamique dans le groupe local aussi. Après, après, on a aussi l'impression d'être acteur d'un nouveau projet. Donc, en fait, de parler avec des financières, avec des personnes de santé, vous avez vraiment l'impression d'être au cœur du projet et de donner vraiment votre pierre à l'édifice, quoi, de faire un truc qui vous donne la pêche tous les jours pour vous lever, parce que moi qui recherche un emploi depuis assez longtemps, j'ai beaucoup de refus, donc ça vous met le moral à zéro et en fait de participer à des réunions comme ça vous donne la niaque pour continuer et pour chercher encore plus l'emploi. Donc ça change aussi les choses parce que j'aide les personnes dans mon groupe local qui ont peut-être des difficultés différentes que moi et moi j'aide par rapport à ça. Non, c'est super en fait, tout simplement. Merci Ouais. beaucoup, Joris. Donc, c'est assez motivant pour vous de participer à ces Oui, différents c'est groupes. motivant. Et vous, Yuri, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que ces temps collectifs et au niveau local et au niveau régional, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Alors, dans l'ensemble, cette participation aura été absolument bénéfique pour plusieurs raisons. D'abord, l'expérience humaine et d'entreprise où je me suis rendu compte de l'ampleur évolutive d'un projet en constante redéfinition. Moi qui pensais m'être porté volontaire pour une succession de rencontres mensuelles en petits comités au sein de ma structure, voilà que plusieurs mois après, je débarquais à Nancy. Et ce qui était super, c'est de rencontrer toutes ces structures différentes et de pouvoir partager sur nos situations respectives, d'apprendre des autres et de comprendre également que rien de tout cela n'aurait pu se profiler si le travail n'avait pas été collectif. J'étais d'ailleurs sensible aux personnes que j'ai pu y rencontrer, au parcours de vie que j'ai pu découvrir. J'étais touché par leur sincérité. Ensuite, et pour reprendre un extrait de texte que j'avais réalisé à l'occasion d'une visioconférence du COPIL en juin dernier, c'était aussi l'occasion de travailler des compétences valorisées, comme on a pu le voir tout à l'heure, dans le monde du travail, comme l'aisance à l'oral, l'attention soutenue, l'esprit de synthèse et la réflexion collective, qui était alors bien plus simple de développer dans ce climat de bienveillance et d'entraide mutuelle. Et puis, il n'y a pas de meilleur exercice pour travailler sa confiance en soi que de se retrouver à présenter un jeu de société sous les yeux et les oreilles attentives d'une quarantaine de personnes. Bon, là, on est à peu près 200 personnes. Bon, je souhaite aussi souligner la prise de conscience que cette participation m'aura permis de réaliser, celle de l'importance de s'impliquer davantage dans la vie active et commencer ainsi à militer par l'exercice d'un métier ou encore l'initiative d'une documentation spontanée pour la revendication légitime de notre place dans la société. Enfin, je valorise et estime grandement le privilège d'avoir pu participer à promouvoir avec les autres bénéficiaires le dispositif de l'emploi accompagné, sans lequel je n'aurais peut-être jamais pu quitter mon carcan antérieur, ou du moins difficilement. Et je me réjouis d'imaginer que d'autres personnes à travers la France pourraient eux aussi vivre cette fabuleuse aventure. Merci beaucoup, Yuri, et merci beaucoup à Laurence et Joris pour ces riches retours sur ce qu'a pu apporter donc, ces différents temps de participation, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif, avec vraiment un travail sur l'évolution du dispositif et des propositions qui ont émergé. Donc ce projet a permis une plus-value pour les personnes accompagnées, mais également a permis, on a constaté des bénéfices quant à la pratique professionnelle pour les référents et conseillers qui se sont impliqués. Est-ce que Simon, tu peux
Je te... je t'ai pas vous voyez. Est-ce que Simon, vous pouvez nous en dire un peu plus concernant les bénéfices pour les professionnels? Merci Myriam pour votre question. J'étais en train de moi-même de répondre à une question sur le chat, une question très intéressante sur la formation pour participer au groupe régional. Donc j'ai répondu à l'écrit, mais en tout cas, euh, effectivement, juste pour dire un tout petit mot là-dessus, c'est un peu hors sujet, mais aujourd'hui les groupes locaux enfin ont été animés, on a formé des professionnels, pour animer des groupes locaux. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que ces groupes locaux soient animés directement par des personnes qui sont accompagnées et que ces personnes puissent être également, par ce biais-là également, donc préparées à animer des ateliers ou à contribuer de manière encore plus active aux ateliers du groupe régional. Et pour ça, des formations, ce serait super intéressant aussi pour les personnes accompagnées. C'est vraiment un axe de travail sur lequel on aimerait travailler pour la suite. Et pourquoi pas en associant sur des formations, des mêmes formations, à la fois des professionnels et des personnes accompagnées, des personnes accompagnées. Et là, on serait vraiment sur quelque chose de très abouti. Donc, en réflexion pour la suite. Je vais donc partager à nouveau mon écran pour vous présenter rapidement ce qu'on a pu mesurer, enfin du moins ce que Marina a pu mesurer en termes de bénéfices pour les professionnels. Puis après, on laissera la parole aux professionnels pour qu'ils puissent nous faire part de leur avis en direct. Donc tout d'abord, l'acquisition, la consolidation de compétences, tout simplement pour animer des démarches participatives, sont des méthodes, hein, des approches hein, un peu plus, peut-être un peu plus parfois ludiques ou un peu plus conviviales, un peu plus dynamiques, je dirais. Ça permet d'animer des réunions de cette manière-là, mais pour les personnes accompagnées, mais peut-être plus globalement aussi dans leurs activités professionnelles. Il y a des nouveaux outils d'accompagnement qui ont été forgés dans les groupes locaux, hein, dont on a présenté des exemples qui peuvent être donc, utiles aux professionnels dans leur pratique quotidienne. Il y a un point important, et je crois que c'est beaucoup, Laurence, tu as beaucoup insisté là-dessus, mais je ne sais pas si tu nous en reparleras tout à l'heure, mais pardon, Céline, sur le changement de posture des professionnels. Et ça permet d'avoir un regard un peu différent finalement sur l'accompagnement et de faire évoluer sa pratique sur quelque chose de plus collaboratif et de beaucoup moins, on va dire, descendant. Et puis ça peut même parfois redonner un peu de sens et un peu d'énergie, et le fait de participer sur ces actions collectives ou professionnelles. Donc c'était une des plus-values qui avait été notée par Marina. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir comme ça créé un réseau d'animateurs donc au niveau régional a permis de créer un collectif. Et ce collectif qui peut même échanger parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la participation, mais de manière plus générale sur l'emploi accompagné. Donc, se lancer dans ce projet, c'était aussi renforcer les liens entre professionnels pour eux aussi qu'ils puissent à un moment donné faire de la paix et danse. Ben, je propose d'arrêter là, donc de laisser donc la parole donc à trois conseillères en emploi accompagné ou conseillers. Valérie, Céline et Sylvain, c'est à vous. On commence par Valérie, je crois. Oui, oui. Alors, donc, ouais, moi, je vais commencer donc, en tant que professionnelle. Donc, ça a permis de développer tant hein, dans le domaine de l'animation, de tout ce qui est la régulation du groupe, puis la préparation, l'organisation de ces temps de rencontre. Moi, sur mon groupe, donc, je travaille en binôme avec ma collègue. Hein, donc, on était deux à co-animer. Ça nous amenait aussi, comme vous le disiez avant, à utiliser des nouveaux outils, comme nous on fait ça s'appelle le tour des bonnes nouvelles. Hein. C'est comme ça que les bénéficiaires l'ont nommé, c'est-à-dire que quelqu'un qui a quelque chose de positif à dire, comme quelqu'un qui a eu le code, quelqu'un qui a eu le permis, quelqu'un qui a pris son indépendance, donc c'est valorisé auprès du groupe et c'est une activité qui est attendue. Et puis ça permet aussi aux autres personnes de se dire, ben tiens, lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Et aussi de s'encourager entre eux, de dire, bon, bah tiens, toi aussi, tu vas l'avoir ton permis. Donc, comme disait Joris avant, ouais, ça permet vraiment voilà, de créer une cohésion et l'envie d'aller plus loin. Alors aussi l'accompagnement collectif, c'est complémentaire à l'accompagnement individuel parce qu'on va voir des choses différentes de ce qu'on peut faire dans l'accompagnement individuel. On va avoir des évolutions dans la prise de parole. Par exemple, au niveau des groupes, au démarrage, on avait des personnes voilà, qui communiquaient pas beaucoup, qui n'étaient pas très à l'aise et qui maintenant voilà, se sentent vraiment légitimes au niveau du groupe, ont pris de l'assurance. Donc, on a eu de belles évolutions.
locaux, et aussi une montée en compétence de certaines personnes parce que parfois on nomme un secrétaire, voilà, un secrétaire de séance, une personne, voilà, qui va rédiger le compte rendu. Et j'avais une personne qui me disait, oui, mais je me sens pas capable de rédiger un compte rendu. Elle l'a fait et finalement c'était très très bien. Donc elle s'est dit, ben, je suis content. Voilà, le groupe, ça m'a donné l'opportunité de me dire que tiens, ben, j'ai cette compétence-là, de me réassurer sur le fait que j'ai cette compétence de pouvoir rédiger, en faire un compte rendu. Ben, ça permet aussi de faire des actions différentes. Donc, par exemple, nous, les bénéficiaires, voilà, nous demander, tiens, on aimerait bien visiter des entreprises pour Oui. connaître un petit peu le monde de l'entreprise. Donc, on est allé en entreprise. Voilà, donc ça permet des découvertes, une ouverture d'esprit. Et parallèlement, voilà, quand on va à l'ensemble participatif, ça permet de travailler en réseau. Ça a un impact vraiment positif parce qu'on va échanger avec d'autres collègues sur les bonnes pratiques. Puis ça permet, voilà, de voir un peu ce que font les autres, donner envie d'aller plus loin, d'avoir de nouvelles idées aussi, et de voir les façons de travailler, voilà, différentes. Donc voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je propose donc à présent, alors Sylvain, tu prends la suite? Enfin, vous prenez la suite, je ne vais pas arriver moi entre les vouvoiements et les tutoiements, désolé. Pardon, je parlais, mais j'avais oublié de couper le micro, donc c'était plutôt Céline. Donc, si vous le souhaitez, de nous faire plutôt un retour sur votre expérience en tant que professionnel, et puis on conclura avec Sylvain et les réflexions en cours à Mulhouse. Céline, c'est à vous. C'est à moi. Donc, moi, en tant que professionnel, j'adore vraiment être dans ce type de posture où on met un pas de côté, où en fait, ce sont les personnes entre elles qui sont dans l'entraide, dans la pérédance. Voilà. On voit beaucoup d'autodétermination qui viennent se mettre en place. On n'est plus. Voilà. Ça repositionne le rapport dans le positionnement. Ça, je trouve ça absolument génial. Et voir un petit peu aussi l'évolution des personnes au fil du temps dans la quête de sens par rapport à la situation de handicap, à la compréhension, voilà, discuter entre eux des mêmes problématiques, qui rencontrent ensemble les mêmes problématiques, ils ont finalement les mêmes valeurs par rapport à la société, ils se sentent beaucoup moins seuls. Enfin, moi, je les trouve super formidables, je les trouve super géniaux. Enfin bref, voilà. Voilà. Et c'est vrai il y a quelques temps, un des derniers ateliers qu'on a fait, donc on était sur une thématique comment dire non. Une des personnes accompagnées a dit c'est pire qu'une séance de psy, je sors lessivée. Mais tout en étant différent. Mais parce que en fait, c'est du partage entre pairs. On est vraiment sur le savoir expérientiel de chacun que nous, finalement, en tant que job coach, on ne peut pas apporter, quoi. Enfin, c'est vraiment eux, leur approche à eux, qui leur permet d'avancer sur certains points. Donc voilà. Donc moi, je vous dirais, faites-le, quoi. C'est trop génial. Merci beaucoup. Ça donne envie de créer son propre groupe local. Ah oui. Et je voulais juste remercier Madame Dalsin et Madame Cara de m'avoir incité à participer à cette expérimentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on sent que cet accompagnement collectif a réellement eu une plus-value et que vous, professionnels, vous souhaitez ancrer cette association des personnes, l'ancrer dans les pratiques. Et d'ailleurs, au Centre Réadaptation Mulhouse et à Sésame Emploi, donc représenté aujourd'hui par Sylvain Quignou, votre groupe local se penche sur des perspectives d'évolution de la participation des personnes concernées, notamment au sein d'un comité de suivi départemental. Est-ce que Sylvain, vous pouvez nous en dire quelques mots? Bonjour à tout le monde. Oui, Oui. effectivement, partir du vécu des bénéficiaires pour améliorer l'emploi accompagné, comme on l'a déjà dit, c'est hyper important. Hein. L'intérêt du projet, c'est de relayer la réalité qui est vécue par les bénéficiaires. Alors, relayer auprès de professionnels, auprès des instances de décision, d'instances financières aussi, et dans l'idée d'apporter des changements, hein, afin que les bénéficiaires soient vraiment décideurs de ce qui les concerne, hein, et qu'ils aient un rôle à part entière à jouer dans les prises de décision, dans la structure même, hein, et voire plus largement, par tremplin, peut-être dans la société de manière plus générale. Aujourd'hui, on peut dire aussi que dans la perspective d'accroître le rôle des personnes dans les groupes locaux, euh,
le fait de proposer une co-animation entre bénéficiaires et entre professionnels, ben, c'est un pas en avant autour de, comme on l'a déjà dit, de thématiques qui sont proposées par les bénéficiaires, ben, de voir comment on peut la mettre en œuvre et d'en discuter ensemble, et puis aussi d'en reprendre, d'en tirer une leçon ensemble pour la suite du vécu du groupe et pour chacun des participants. Un autre palier qui est en train de se monter, c'est pousser un cran encore un peu plus loin pour la participation, c'est de se fixer un objectif, d'aller au niveau de la région, au niveau du département, pour faire connaître ce que c'est que la participation dans la prise de décision. Ainsi, le lancement d'une rencontre interdépartementale entre les 3 groupes du département dans le Haut-Rhin, c'est déjà mis en place. Et on souhaite continuer d'avancer collectivement pour faire connaître l'emploi accompagné, partager sur les bénéfices de la démarche et de s'interroger sur comment transmettre cette expérience auprès des décideurs du département. Et la réflexion, elle était aussi lancée sur la participation des personnes accompagnées au sein des comités de suivi des départements qui sont mis en place maintenant, de l'emploi accompagné, et de voir comment là aussi, ben, un pas nouveau, un pas nouveau peut être franchi. Alors, ce n'est pas un pas, mais c'est un pain qui est toujours à travailler, parce qu'il y a du pain sur la planche. Et ce qui est super, c'est qu'il y a une réelle volonté de faire bouger les lignes. Et ça donne du punch. Merci. Myriam, es-tu parmi nous? Je suis zéro. Pardon, donc je disais merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour vos témoignages qui donnent effectivement du punch et qui motivent pour aller sur ce sujet essentiel qui est d'associer les personnes au dispositif qui les concerne. Et pour conclure donc ce riche tour de table de toutes les parties prenantes, on va parler donc de la plus-value de ce projet pour l'emploi accompagné de manière plus générale. Et on va donc interroger les directions de structures porteuses de l'emploi accompagné et puis également des pilotes de l'emploi accompagné au niveau régional. Mais alors, donc tout d'abord, une vision de la part des directions avec aujourd'hui avec nous François Gillet, directeur général de l'association Saint-Clair, et puis Julie Lebéguet, qui est responsable territoriale de la plateforme Emploi Accompagné. Euh, François, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur votre expérience et sur le fait de faire vivre la participation au sein d'une structure médico-sociale? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bon, d'abord, je tiens à revenir sur l'engagement du consortium. Simon, vous m'avez invité tout à l'heure à réagir à cet endroit. Et c'est vrai que un des bénéfices aussi de cette expérimentation est la dynamique qui a été créée au niveau du Grand Est et au niveau des 11 dispositifs qui ont pu se nourrir les uns les autres d'expérience et apporter un regard de co-développement. Je crois que c'était un terme qui était employé tout à l'heure. Et faire naître, en tout cas, des échanges d'expériences, faire naître un réseau et permettre aux professionnels de voir ailleurs et de voir différemment les choses. Hein. Je tenais aussi à dire que une des difficultés dans notre système institutionnel, c'est de pouvoir se donner le temps de favoriser la participation pour les professionnels, mais bien entendu et avant tout pour les personnes accompagnées, et de leur permettre justement de gagner en compétences. Ça prend du temps au niveau individuel et ça prend du temps au niveau collectif. Et c'est un des enjeux majeurs de nos institutions que de le permettre et de le défendre auprès de nos donneurs d'ordre, de nos financeurs, mais aussi de nos différentes institutions. En termes d'évolution du dispositif, on a pu voir au niveau de Sinclair et je pense au niveau de l'ensemble des dispositifs auxquels j'ai été confronté, c'est que cette participation, elle nous a permis de capitaliser et de permettre à d'autres dispositifs d'évoluer. Je pense principalement à la roue de l'humeur que nous on utilise dans d'autres dispositifs que l'emploi accompagné. Je pense aussi à la réunion idéale telle qu'elle a été définie par les personnes et qu'on peut utiliser avec d'autres dispositifs, les GEM, qu'on peut utiliser avec les CVS. On va pas reprendre exactement le même format, mais on va s'inspirer de ce qui a été fait et de comment la participation
a pu s'inscrire dans ce cadre-là. Et puis enfin, ces réflexions doivent nous permettre aussi de faire évoluer nos modèles de gouvernance. On a un conseil d'administration qui est assez partie prenante de cette question-là et qui doit intégrer des personnes accompagnées, mais pas dans, je veux dire, de manière la plus adaptée possible. C'est souvent très très délicat, hein, à faire, hein. Et notre défi, c'est de d'inscrire cette participation dans la culture associative. Ça prend là aussi du temps. Et je tiens, hein, pour terminer, à remercier toute la collaboration qui a été faite au sein du consortium avec l'ANSA, parce que cette collaboration va perdurer dans le cadre du prix Grand Est et ça va nous aider à inscrire cela dans une culture associative. Voilà, merci. Merci à vous, François, pour ce retour et puis pour avoir permis également à ce projet de voir le jour. On a également donc parmi nous Julie Lebéguec, euh, pardon, je me perds dans mes notes, donc responsable territoriale de la plateforme Emploi Compagnie de Pyramide Est. Donc vous, quel est votre regard sur ce projet et quelle expérience vous avez pu en retirer? Oui. Ah, c'est le micro qui est coupé, il me semble. Absolument. Voilà, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc effectivement, quand on a démarré cette expérimentation, on avait déjà, nous, au sein de Pyramides, la volonté de développer des formats collectifs. Donc on a saisi en fait cette opportunité en se disant bon, ce sera l'occasion de former les équipes à une méthode d'animation qui favorise la participation des bénéficiaires, à développer des outils. Donc c'était plutôt euh, vraiment pour nous une opportunité et c'était hyper intéressant en fait de voir déjà la dynamique au niveau départemental mais aussi régional et puis assez rapidement eh bien on a cherché à essaimer sur l'ensemble du département donc on a développé trois groupes sur l'ensemble du département donc trois groupes qui ont vraiment des dynamiques complètement différentes puisque les propositions faites au sein de ces groupes ne sont pas les mêmes. Et c'est pareil, c'était assez intéressant de voir ce qui était proposé. Donc notre objectif, c'était de laisser vivre et de voir un petit peu la tournure que ça prenait en fait au niveau de la dynamique. Et puis finalement, les bénéficiaires ont souhaité organiser deux fois dans l'année euh, un format vraiment départemental. Donc, ça représentait 40 à 50 participants. Et puis, on s'est dit, on va leur laisser la parole, vraiment jouer le jeu et puis mettre en place ce qu'on appelle un forum ouvert. Donc, les adhérents du CFEA connaissent bien ce format. L'idée, c'est effectivement que les participants puissent proposer des thématiques qu'ils animent eux-mêmes certains ateliers justement hein, autour de ces thématiques. Et puis finalement, c'est vrai que voilà, moi je me demandais si effectivement ça allait prendre. On avait même préparé une série de thématiques à aborder au cas où, en fait, si euh, les bénéficiaires manquaient un petit peu d'inspiration. Et puis, ils se sont vraiment saisis de ce format. Ça a été hyper riche en termes de propositions assez concrètes d'évolution ou bien, comment dire, enfin voilà, on a abordé des sujets hyper diversifiés comme l'intérêt de pouvoir participer à des GEM, pouvoir s'informer sur la santé en règle générale, sur la relation avec les collègues. Enfin voilà, c'était vraiment hyper riche ce qui en est ressorti. Puis finalement, eh bien, ça nous a vraiment rassurés par rapport au fait que
Oui, nos bénéficiaires peuvent participer si c'est bien préparé au comité de suivi, par exemple. Et puis, pourquoi pas au CA? Alors, on sait que au sein de la structure, c'est déjà le cas au niveau du dispositif, mais au sein de la structure, il va falloir déconstruire certains a priori, aussi bien au niveau des bénéficiaires qui parfois, comme le disait Valérie, nous disent, ah là, je me sens pas forcément légitime ou capable de participer à ce type d'instance. Mais moi, je pense qu'effectivement, si on arrive à bien préparer les choses, à accompagner aussi bien les membres du CA que les personnes qui participeront, ça peut être une expérience extrêmement riche qui aura vocation, je l'espère, à permettre de développer l'emploi accompagné de demain. Voilà. Merci beaucoup. Et on comprend bien que le soutien de la direction et donc de vous en tant que responsable de la plateforme est essentiel pour mener à bien une telle action. Euh, et donc que votre motivation y a été pour beaucoup. Et donc maintenant, pour faire un tour complet des parties prenantes à l'expérimentation, il nous reste quelques minutes, on va donner la parole à certains pilotes donc, de l'emploi accompagné au niveau régional. Donc merci à l'ARS et l'adresse qui sont aujourd'hui représentés par Élodie Michel, chargée de mission à la direction de l'autonomie de l'ARS du Grand Est, et Michel Eclé, donc chargé de mission politique du handicap au sein de l'adresse du Grand Est. Bonjour Élodie, donc vous qui avez participé aux réunions en tant qu'institutionnel, quelles sont vos conclusions sur ce projet et voilà, qu'est-ce que vous avez pu retirer de cette expérience? Bonjour Myriam, bonjour à tous, merci. Donc l'ARS Grand Est, elle soutient fortement dans le cadre des actions qu'elle mène et des dispositifs qu'elle peut mettre en œuvre, le concept d'autodétermination pour en faire une réalité concrète, encourager le libre choix des personnes dans leur parcours de vie et soutenir les établissements dans l'organisation constitue un des axes prioritaires de la politique de l'ARS Grand Est dans le champ du médico-social. Le développement de l'autonomie et le déploiement de la CA, de la communication alternative et améliorée en ESMS sont notamment des priorités du schéma régional de santé pour la période 2023-2028. Dernièrement, l'ARS a notamment publié un appel à manifestation d'intérêt spécifiquement sur ce sujet et entend poursuivre et intensifier les actions dans ce sens. Donc l'ARS n'a pas, j'apporte peut-être une petite correction, n'a pas pu financer ce projet expérimental, mais a participé à certaines rencontres au niveau régional et notamment donc au groupe régional qui a été organisé à l'expérimentation Ensemble participatif, ce qui a permis notamment donc à l'ARS Grand Est, à travers les échanges avec les personnes accompagnées et les professionnels de l'emploi accompagné, de partager, d'échanger et puis de nourrir des besoins et des attentes qui sont exprimés par les personnes elles-mêmes. Encore beaucoup aujourd'hui, on s'exprime très facilement à la place et pour les personnes, et ce groupe a vraiment permis aux personnes de pouvoir exprimer leurs besoins et leurs attentes. Toutes ces réflexions et propositions qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte de la parole des bénéficiaires sont par conséquent autant d'éléments sur lesquels l'ARS doit pouvoir s'appuyer pour nourrir les réflexions et notamment la publication des prochains cahiers des charges qui pourraient être publiés dans le cadre, en réponse à l'offre, à la transformation de l'offre médico-sociale. Les techniques d'animation ludique qui ont été proposées au cours de ces rencontres régionales et l'esprit convivial permet vraiment à tous de s'exprimer librement. J'ai notamment en tête les débats mouvants qui ont permis aux personnes concernées d'échanger, de donner leur avis sur un sujet et d'émettre des propositions d'action. Je me rappelle notamment, comme on a pu l'évoquer précédemment, le débat mouvant qui a questionné la nécessité de faire du lien ou non avec les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui eux ont plus un objectif de lutter contre l'isolement et créer du lien social. Et finalement, au fur et à mesure du débat, nous, en tant qu'administration, ce serait peut-être positionné en disant oui, tout de suite, il faut absolument développer un partenariat très renforcé entre les deux groupes. Et finalement, les GEM et les groupes locaux n'ont pas du tout les mêmes objectifs, n'ont pas non plus la vocation à se substituer l'un à l'autre. Et certaines personnes n'ont pas forcément en attente d'intégrer un GEM pour pouvoir développer des liens sociaux. En revanche, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il est apparu quand même nécessaire de créer quelques liens, notamment par intermédiaire de visites ou de rencontres ponctuelles, pour permettre aux personnes des groupes locaux qui le souhaiteraient de pouvoir intégrer un GEM.
L'offre médico-sociale, il faut qu'elle soit suffisamment souple pour permettre de répondre à la diversité des publics accompagnés et pouvoir également s'adapter au parcours de vie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces éléments qui nous permettent d'avoir aussi cette vision en tant qu'institutionnel et de comprendre l'apport d'avoir un lien avec les personnes et ce qu'elles vivent. Et donc vous, Michel, qui représentez l'adresse, est-ce que vous pouvez nous parler également, puisque vous avez pris part à ces rencontres, de ce que Oui, vous en avez tiré? Merci. oui, bien sûr. Merci Myriam et bonjour à tous. Donc, dans le Grand Est, d'autres actions visaient déjà à développer la participation des personnes en situation de handicap. Par exemple, leur participation à la gouvernance du PRITH Grand Est. Et dans ces différentes approches, nous nous sommes heurtés à des difficultés pour impliquer en fait les bénéficiaires. Difficultés pour définir les conditions de réussite et les prérequis qui étaient nécessaires, et donc tout un travail à mener avec les professionnels et les associations avant de vouloir lancer la démarche. Dans le cadre de la présente expérimentation, j'ai trouvé très intéressant la démarche de parcours des groupes locaux pour aller vers le niveau régional, ce qui permet d'éviter en fait tous les écueils qui sont liés aux difficultés que peuvent rencontrer les institutionnels pour impliquer les bénéficiaires. Donc là, tout est construit à partir du niveau local et ça permet également un meilleur maillage des acteurs. Et puis, ces temps de rencontre permettent permettent un changement de regard et une acculturation pour l'ensemble des participants, à la fois pour les personnes bénéficiaires, mais également les les accompagnateurs et les institutionnels. Par exemple, lors d'une rencontre à Nancy, il était difficile de savoir qui était qui avant que nous nous présentions. Ça a permis aussi de toucher du doigt ce qu'étaient les handicaps invisibles et de casser certaines représentations. Et comme l'a dit Elodie, ça doit permettre également de réinterroger la manière de lire et de construire les dispositifs de politique publique, puisque c'est l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est avant tout que ces politiques publiques produisent des effets bénéfiques pour les personnes cibles. Et c'est aussi pour ça que dans le cadre du PRITH Grand Est, nous souhaitons, avec l'AGFIP et le FIP, continuer de soutenir et d'accompagner cette démarche participative. Merci beaucoup pour ce retour et merci à toutes et tous. Donc, on constate que ce projet a permis non seulement de développer des liens sociaux, la confiance et le pouvoir d'agir des personnes, mais également avec ces derniers retours, on voit que ce projet a permis une évolution dans les postures professionnelles et institutionnelle, et notamment donc à travers les pratiques. Il nous reste quelques minutes, donc je vous propose de clôturer ce webinaire avec une dernière séquence qui concerne le déploiement d'une action de participation dans sa structure sur son territoire. Pour les personnes qui doivent nous quitter, les documents qui vont être présentés par Simon vous seront envoyés avec le support, et notamment quelques outils qu'on tentera de vous joindre. Donc je vais laisser Simon pour ces derniers temps nous présenter quelques outils de capitalisation qui permettront à certains de se lancer. Oui, ce sera très rapide, rassurez-vous. Oui, voilà, l'objectif, c'est de vous présenter des productions suite à cette expérimentation et de vous dire qu'effectivement, on vous les communiquera, sachant que seront également proposées des formations pour celles qui souhaitent aussi pouvoir éventuellement déployer cette action au niveau de leur territoire, au niveau de leur structure ou autre. Rapidement, donc, il y a donc un rapport d'évaluation qui a été produit par Marina Droby qui vous sera envoyé. Donc, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans ce qu'a permis le projet ou éventuellement les difficultés qu'on peut être rencontrées dans le projet. Il y a eu des questions dans ce sens-là sur le chat. Il y aura un guide de l'essaimage qui présente un peu les conditions qui doivent être réunies pour mettre en place à la fois des groupes locaux et une démarche participative de manière plus générale au niveau d'un territoire. Et puis, une proposition de plan d'action pour pouvoir essaimer la participation. C'est ce que nous, on aimerait faire en tout cas. Très important, un guide méthodologique qui a été construit tout au long de l'expérimentation, qui a été construit donc en partenariat avec les professionnels et les personnes concernées. Donc, il y a un certain nombre d'exemples d'outils qui sont proposés. Et puis, une démarche, je dirais, très étape par étape sur comment est construite une action, comment on mobilise les participants, comment est-ce qu'on organise les réunions, comment on entretient la dynamique, comment est-ce qu'on valorise les personnes, comment on exploite les productions. Toutes ces étapes-là sont proposées de manière assez synthétique et assez pratique au niveau du guide méthodologique qui vous sera communiqué.
Et puis, il y a également donc des formations. Donc, tous ces outils vous seront envoyés par email, hein, grâce à votre inscription au webinaire, et puis seront également disponibles sur notre site internet. On aimerait aussi également donc développer la participation à travers la formation. C'est pour ça que on se propose, hein, si jamais vous êtes intéressé au niveau de votre structure, au niveau de votre territoire, hein, que ce soit une région ou un département ou éventuellement un réseau associatif, nous contacter, Myriam et moi, hein. Vous avez notre adresse et puis vous l'aurez quand on vous aura envoyé les documents. On est vraiment tout à fait motivés, nous, pour créer avec vous un projet de développement de la participation à travers la formation Action. Et puis on dit peut-être que si si des structures ne sont pas véritablement en capacité d'organiser ou de participer à une action de participation sur leur territoire, on pourra proposer éventuellement une formation à Paris dans nos locaux pour pouvoir mutualiser avec d'autres structures. Et pour ça, il y a un lien d'inscription vers un questionnaire qui vous permet de vous faire part d'une manifestation d'intérêt, on va dire, pour envisager ensemble la création donc de formations interprofessionnel, et j'ajoute aussi potentiellement avec des personnes concernées. Si vous souhaitez également que des personnes accompagnées puissent être en co-animation d'actions de participation, on serait également plus que ravis qu'elles puissent participer à cette formation. On est à peu près à l'heure. Il fallait vraiment, je voulais vraiment, pardon, remercier toutes les bonnes fées qui sont penchées sur le berceau de cette expérimentation, hein. Les financeurs, on l'a déjà dit, la CNSA, la GFIP, donc l'ARS n'a pas financé, mais était quand même très impliqué. Elodie, je pense que vous êtes modeste. Merci beaucoup à la DRET, merci au FIPHFP, à la GFIP qui était là aussi tout au long de cette expérimentation, et bien sûr à la CNSA. Merci beaucoup à toutes les participantes et participants à ce webinaire, mais plus globalement aussi à toute cette expérimentation donc, qui, depuis 2022, nous a vraiment animés. Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin si vous avez besoin de poser des questions ou d'en parler ultérieurement à ce webinaire, vous avez nos adresses email qui s'affichent. C'est même si on peut même les mettre dans le chat, Myriam. Et n'hésitez pas vraiment à nous contacter. On serait ravis de travailler avec vous pour développer la participation dans toute la France, pour les personnes en situation de handicap, et puis pour tout le monde de manière générale, hein. On se rend bien compte que généralement, ce qu'on arrive à faire avec des personnes en situation de handicap fonctionne pour tout le monde.